Lorsqu'il s'agit d'icônes du rock, peu peuvent égaler le statut légendaire de Mick Jagger. En tant que leader des Rolling Stones, il a dominé la scène musicale pendant des décennies, captivant les foules avec ses performances électrisantes et son charisme indéniable. Aujourd'hui, alors qu'il dépasse les 80 ans, un âge où la plupart envisageraient la retraite, Jagger continue de déjouer les attentes, parcourant des kilomètres sur scène avec l'énergie d'une personne 2 fois plus jeune. Mais dans un rare moment de sincérité, Jagger a récemment partagé des réflexions sur le coût personnel d'une vie sous les projecteurs, révélant des vérités que beaucoup d'entre nous avaient peut-être toujours soupçonnées. Dans cet aperçu exclusif du parcours de Jagger, nous explorons non seulement sa carrière incroyable et sa résilience, mais aussi le côté plus calme et introspectif d'un homme dont la vie a été façonnée par la célébrité, la fortune et les sacrifices qu'elles exigent. Né au milieu de l'ouragan de feu croisé. Né Michael Philip Jagger en 1943 à Dartford, dans le Kent, en Angleterre, Mick Jagger a grandi dans un environnement imprégné de musique. Sa mère, Eva Hensley Mary, a joué un rôle crucial dans l'orientation de ses goûts dès son plus jeune âge, lui faisant découvrir des artistes de jazz et de blues. Cette exposition a déclenché une passion pour les arts qui le marquera toute sa vie. En réfléchissant à son enfance dans According to the Rolling Stones, un mémoire collectif du groupe, Jagger a partagé « J'ai toujours chanté enfant. J'étais l'un de ces gamins qui aimaient juste chanter. Certains enfants chantent dans des chorales, d'autres aiment se donner en spectacle devant le miroir. J'étais dans la chorale de l'église et j'adorais aussi écouter les chanteurs à la radio ou les regarder à la télévision et au cinéma. » La famille de Mick Jagger était bien éloignée du monde glamour du divertissement. Son père, Basil Jagger, était professeur d'éducation physique et sa mère était également enseignante. Il est né pendant la Seconde Guerre mondiale et l'ouragan de feu croisé, dont il chantera plus tard dans Jumpin' Jack Flash, faisait référence aux bombardiers de la Luftwaffe qui frappaient l'Angleterre à l'époque de sa naissance. En grandissant sans téléphone ni télévision, la famille Jagger devait créer son propre divertissement. Chacun passait à tour de rôle pour danser, jouer d'un instrument ou, dans le cas de Mick, faire des imitations et des numéros de chant et de danse. C'est dans cette atmosphère de créativité que l'amour de Jagger pour la scène a vu le jour. Dès l'âge de 14 ans, il s'échappait pour traîner autour des groupes locaux, avides d'apprendre. C'était amusant. Je voyais que j'avais une bonne réaction, se souvient-il plus tard. À partir de là, son parcours musical a pris de l'ampleur, même si ses parents n'ont pas été enchantés lorsqu'il a décidé d'abandonner une place prestigieuse à la London School of Economics pour une carrière dans la musique. Cependant, des années plus tard, Jagger a reconnu que ses parents lui avaient donné une éducation équilibrée, ce qui l'a aidé à éviter les comportements autodestructeurs qui ont consumé de nombreux musiciens. Il a un jour confié à The Talks « Quand vous êtes jeune et que vous avez une vie de famille proche, cela vous aide à être équilibré plus tard. » Les influences musicales de Jagger étaient variées, de Buddy Holly à Chuck Berry, Nina Simone et Elvis Presley. Ces artistes ont façonné son paysage musical et il passait une grande partie de sa jeunesse chez des amis à explorer leur collection de disques. Son admiration pour ces musiciens l'a poussé à former son premier groupe, Little Boy Blue and the Blue Boys, avec quelques amis. On jouait de tout et n'importe quoi, c'est comme ça qu'on apprend, se souvient-il. Ce groupe fut sa première incursion dans la scène musicale, posant les bases de son avenir en tant qu'une des figures emblématiques du rock. Bien que la musique soit devenue son obsession, son père, Basil, n'approuvait pas entièrement les ambitions musicales de son fils. Dans une interview avec The Times, Jagger a décrit son père comme « une personne académique et un enseignant, plus centré sur l'éducation physique que sur la musique. » Cependant, Basil lui a transmis une leçon inestimable qui façonnerait la carrière de Jagger, l'importance de la condition physique. En tant qu'ancien gymnaste et professeur de gymnastique, Basil insistait sur l'importance de la condition physique et Jagger a reconnu que cette leçon
était la clé de son énergie durable et de sa présence sur scène, même alors qu'il continue de se produire dans les années 80. Durant ses années d'école, Jagger a dû choisir entre une carrière dans le cinéma, la télévision ou la musique. Il était attiré dans différentes directions mais a finalement compris qu'il ne pouvait pas tout faire. Il y avait tellement de travail académique à faire et tellement de sport, et mon père ne m'a certainement pas dirigé dans cette voie, a expliqué Jagger. Mais l'appel de la musique était indéniable. Après avoir quitté l'école en 1961 avec 7 Olvels et 2 Alvels, il emménagea dans un appartement à Chelsea, à Londres, avec son ami d'enfance Keith Richards et le guitariste Brian Jones. Alors que Richards et Jones formaient leur propre groupe de rhythm and blues, Jagger poursuivait ses études en finance et comptabilité à la London School of Economics grâce à une bourse du gouvernement. La reconnexion de Jagger avec Keith Richards fut un tournant dans sa vie. Les deux avaient été camarades de classe à l'école primaire, mais avaient perdu contact au fil des ans. Ils se retrouvèrent par hasard en 1960 en attendant un train, et leur amour commun pour la musique raviva leur amitié. Peu après, Jagger, Richards et Jones emménagèrent dans un appartement exigu et miteux, rêvant de leur avenir musical. Quand nous avons emménagé pour la première fois, les mères de Keith et moi faisaient notre lessive et, d'une manière ou d'une autre, elles nous livraient des vêtements propres, plaisanta Jagger dans une interview avec le groupe, se rappelant ses débuts modestes. Malgré ses études à la London School of Economics, la passion de Jagger pour la musique finit par prendre le dessus. Leur dévouement commun mena à la formation des Rolling Stones au début des années 1960. Un groupe qui allait redéfinir l'histoire du rock and roll. Perdre un membre. Les premiers albums des Rolling Stones, Out of Our Heads, Aftermath et Between the Buttons, furent des succès commerciaux. Cependant, en 1967, Jagger, Richards et Jones rencontrèrent des problèmes juridiques en raison de leur consommation de drogues récréatives. Le News of the World publia une série d'articles sensationnalistes intitulés Pop Stars and Drugs, Facts That Will Shock You, qui déclencha une répression policière contre les rockstars. Bien que le premier article cibla Donovan, le second se concentra sur les Rolling Stones. Un journaliste affirma avoir vu un membre du groupe, prétendument Jagger, consommer de la drogue dans un club. Cependant, il fut révélé plus tard que le journaliste avait confondu Brian Jones avec Jagger. Malgré cette erreur d'identité, Jagger et Richards furent tous deux arrêtés peu après. Jagger reçut une peine sévère de 3 mois de prison pour possession de 4 pilules énergisantes en vente libre achetées en Italie, tandis que Richards fut condamné à 1 an pour avoir permis la consommation de marijuana chez lui. Les peines étaient particulièrement sévères, suscitant un large débat. William Rees-Mogg, rédacteur en chef conservateur du Times, écrivit un éditorial célèbre critiquant la sévérité des peines. Après appel, la peine de Richards fut annulée et celle de Jagger réduite à une mise en liberté conditionnelle, bien qu'il ait passé une nuit à la prison de Brixton. Au moment où les Stones sortirent Beggar's Banquet, Brian Jones était de plus en plus détaché du groupe en raison de son addiction aux drogues qui s'aggravait. Jagger reconnut plus tard que Jones n'était pas psychologiquement adapté à ce mode de vie, et son comportement erratique, alimenté par la jalousie et la manipulation, le rendait difficile à gérer. Incapable d'obtenir un visa pour les États-Unis, Jones avait également du mal à partir en tournée. Lors d'une réunion avec Jagger, Richards et le batteur Charlie Watts en juin 1969, Jones admit qu'il ne pouvait plus continuer et quitta le groupe. Tragiquement, moins d'1 mois plus tard, le 3 juillet 1969, Jones se noya dans la piscine de sa maison à Hartfield, dans le Sussex de l'Est. En repensant à la mort de Jones, Jagger a admis dans une interview accordée au Rolling Stone en 1995 « Je me rends compte que j'ai agi de manière très puérile. On s'en prenait à lui, mais il se rendait aussi vulnérable. » Il a exprimé des regrets de ne pas avoir compris la gravité de l'addiction de Jones.
en notant que les effets nocifs des substances n'étaient pas bien connus à l'époque. 2 jours seulement après la mort de Jones, les Rolling Stones ont donné un concert déjà programmé à Hyde Park, qui est devenu un hommage improvisé à leur ancien compagnon de groupe. Le concert, auquel ont assisté 250 000 personnes, marquait la première apparition de Mick Taylor, remplaçant de Jones à la guitare. Au début de la performance, Jagger a lu un extrait de l'élégie Adonais de Percy Bysshe Shelley, écrite en mémoire du poète John Keats, et des milliers de papillons ont été relâchés en l'honneur de Jones. Le groupe a interprété plusieurs nouvelles chansons lors du concert, y compris Midnight Rambler et Love in Vain de leur futur album Let It Bleed, ainsi que Honky Tonk Women, sorti juste la veille. Une attaque traumatisante sur scène. Les ennuis n'étaient jamais loin pour Mick Jagger alors que les Rolling Stones entraient dans les années 70. Après le tristement célèbre concert gratuit d'Altamont Speedway en décembre 1969, qui s'est terminé par une mort tragique, Jagger a été hanté par la peur et l'incertitude. Le groupe surfait sur une vague de succès avec leur nouvel album Let It Bleed, mais l'incident sombre d'Altamont planait sur eux comme une ombre. Jagger craignait que, face au changement de l'opinion publique, ils ne deviennent la prochaine victime. Le concert d'Altamont, censé être une réponse sur la côte ouest à Woodstock, a rapidement dégénéré dans la violence. Pour assurer la sécurité, les Stones avaient embauché le tristement célèbre club de motards Hells Angels, leur offrant $500 de bière pour contrôler la foule. Les choses ont mal tourné dès le début. À peine Jagger sortit-il de l'hélicoptère qu'il fut frappé au visage par un fan agité. L'ambiance de la foule devenait de plus en plus chaotique alors que les Hells Angels tentaient de maintenir l'ordre en frappant les spectateurs avec des bâtons de billard. Au fil de la journée, les tensions ont continué à monter. Le point de rupture est survenu lorsque Meredith Hunter, un fan noir de 18 ans, a brandi une arme près de la scène. Dans un tournant effrayant, Alan Passaro, membre des Hells Angels, a poignardé Hunter à plusieurs reprises alors que les Rolling Stones continuaient à jouer, inconscients de la tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Craignant une émeute s'ils arrêtèrent la musique, ils ont poursuivi le concert, n'apprenant que plus tard que Hunter était mort. L'ensemble de l'incident a été filmé par les documentaristes Albert et David Maysles, qui l'ont inclus dans leur documentaire rock de 1770 Gimme Shelter, propulsant la tragédie dans la conscience publique. La réaction a été rapide et sévère. Les Rolling Stones furent lourdement critiqués pour avoir engagé les Hells Angels, un groupe connu pour sa réputation violente. Un rapport de 20 000 mots publié par le magazine Rolling Stone attribuait en grande partie la faute à Jagger et au groupe, les accusant de jugements gravement erronés. L'ancien rédacteur en chef de Rolling Stone, Robert Greenfield, se souvient même que les Grateful Dead, un groupe connu pour sa tolérance face aux foules imprévisibles, avaient refusé de jouer à Altamont, disant « Si les Grateful Dead ne veulent pas jouer un concert parce qu'il est trop chaotique, c'est grave. » L'impact psychologique sur le groupe fut immense. L'ancien guitariste Mick Taylor a plus tard réfléchi à l'impact profond que la tragédie a eu sur eux. « Je pense que cela nous a tous profondément affectés », a-t-il admis. Taylor estimait que les accusations portées contre les Stones étaient injustes, étant donné la nature incontrôlable des événements qui se sont déroulés. On ne peut vraiment blâmer personne dans ce genre d'hystérie de masse. Mais avec le recul, les Américains savent que les Hells Angels sont une organisation violente, et rien que pour cette raison, ils n'auraient pas dû être engagés comme sécurité. La mauvaise presse a endommagé la réputation du groupe et a également provoqué la colère des Hells Angels qui se sont sentis trahis par les Rolling Stones après le concert. Au milieu des rumeurs selon lesquelles les Hells Angels prévoyaient de se venger de Jagger, les Stones ont renforcé leur sécurité, craignant le pire. Dans une interview enregistrée par le journaliste Robert Greenfield pour le podcast Stones Touring Party Die Hard,
Jagger a admis avoir été terrifié pendant cette période. Il y a eu quelques endroits où ça devenait effrayant, et beaucoup d'armes ont été confisquées. Ne dites pas que je n'avais pas peur, j'étais mort de trouille. Malgré la peur de la violence, Jagger sentait que continuer à se produire était sa seule option. « Soit je le fais, soit je ne le fais pas », expliqua-t-il. « Si je ne le fais pas, que vais-je faire ?» Le groupe a persévéré, retournant aux États-Unis en 1972 pour leur légendaire tournée Stones Touring Party. Un acte courageux malgré les craintes persistantes de représailles. L'ancien bassiste Bill Wyman reconnaissait que la menace de violence était omniprésente pour les musiciens sur scène. « On est toujours à la merci d'un tir sur scène », a déclaré Wyman, notant que le groupe avait déjà été visé avec des fusils à air comprimé. Lors d'un concert, le batteur Charlie Watts a même été frappé au visage par un projectile. Malgré ces dangers, les Stones étaient déterminés à continuer, leur défi et leur résilience devenant une partie intégrante de leur mystique. Quant aux répercussions juridiques, Alan Passaro, le membre des Hells Angels qui avait poignardé Meredith Hunter, fut acquitté au tribunal. Le jury estima qu'il avait agi en légitime défense, Hunter ayant sorti une arme. Bien que Passaro ait été libéré, les cicatrices d'Altamont sont restées gravées dans l'histoire des Rolling Stones. L'affaire fut officiellement close en 2005, bien après la propre mort de Passaro, par noyade en 1985. Altamont avait marqué un tournant sombre pour le groupe, un point final violent à l'ère de paix et d'amour des années 60, et son héritage a suivi les Rolling Stones pendant des décennies. Mick Jagger et Keith Richards, 60 ans d'amour et de haine. Dans ses mémoires Life, Keith Richards évoque le chapitre le plus sombre de sa relation tumultueuse avec Mick Jagger, le qualifiant de « Troisième Guerre mondiale ». Nous sommes en 1986 et les Rolling Stones venaient de terminer leur album Dirty Work. Impatient de reprendre la route après une pause de 4 ans, Richard brûlait d'envie de repartir en tournée. La pression était palpable. Il développait des éruptions cutanées qui ne disparaissaient que lorsqu'il jouait avec le groupe. Mais une bombe éclata, une lettre de Jagger. Au lieu de se préparer pour une tournée, Jagger annonçait qu'il préférait poursuivre sa carrière solo, qu'il avait commencé avec l'album She's the Boss en 1985. Il travaillait déjà sur son deuxième album, Primitive Cool, prévu pour 1987. Cette lettre déclencha ce que Richard appela la Troisième Guerre mondiale. Cependant, malgré cette rupture explosive, ce n'était pas la fin pour les Rolling Stones. Aucun groupe dans l'histoire du rock n'a duré aussi longtemps que les Stones. Maintenant, célébrant 60 ans depuis leur formation en 1962, le groupe s'est fracturé et réuni à plusieurs reprises, devenant plus fort à chaque tempête surmontée. Les fans aiment croire que leur amour pour la musique est ce qui les maintient ensemble. Et bien que l'argent puisse être une motivation, le lien entre Jagger et Richard est plus profond. Richard lui-même a découvert cette connexion en 2010 en fouillant dans les papiers de sa tante Pat. Parmi eux se trouvait une lettre que Keith avait écrite à 18 ans à sa tante, racontant la rencontre fatidique avec Mick Jagger à la gare de Dartford. En tenant un disque de Chuck Berry, Richards réalisa que Jagger partageait sa passion pour le vrai rhythm and blues. La lettre capture l'énergie brute de leur première rencontre qui allait déclencher un partenariat ayant marqué l'histoire du rock. Mais, comme le temps l'a prouvé, même un amour partagé pour le blues ne pouvait empêcher leurs affrontements féroces. L'un des moments les plus dangereux pour Richard survint en 1977, lorsqu'il fut arrêté à Toronto pour possession d'héroïne. Son addiction avait empiré tout au long des années 1970, le rendant parfois peu fiable. Lors des séances d'enregistrement, il disparaissait pendant des heures, ne réapparaissant qu'à la tombée de la nuit. Pendant ces jours les plus sombres, pourtant, Jagger prit les rênes. « Je dois dire que lors de l'arrestation à Toronto, Mick s'est occupé de moi avec une grande douceur,
sans jamais se plaindre, écrivit Richard dans ses mémoires. C'est lui qui gérait tout. Il faisait le travail et rassemblait les forces qui m'ont sauvé. Mick s'occupait de moi comme un frère. Richard a finalement été jugé en 1978 et risquait jusqu'à 7 ans de prison. Au lieu de cela, il a écopé d'une amende, est entré en cure de désintoxication et a été contraint de donner 2 concerts caritatifs pour les aveugles. Jagger n'a probablement jamais pardonné d'avoir dû jouer ses concerts gratuitement. Lorsque Richard émergea de son brouillard de drogue, il se rendit compte que Jagger avait pris le contrôle total du groupe. Sans lui, la dérive de Richard, alimentée par les opiacés, aurait pu faire couler les Stones. Mais au fur et à mesure que Richards retrouvait sa lucidité, les tensions augmentaient. L'album Emotional Rescue de 1980 se termine par une ballade poignante, All About You, que Richard chante, abordant le conflit croissant. « Pourquoi dois-je le passer avec toi ?» se demande-t-il. La chanson se conclut par la ligne douloureuse. « Alors pourquoi suis-je encore amoureux de toi ?» En 1981, leur communication s'était presque complètement rompue. Ils ont sorti Tattoo You, un album à succès, mais uniquement grâce aux efforts de leur ingénieur du son, Chris Kimsey, qui l'a assemblé à partir d'anciennes sessions. Jagger et Richard enregistraient à des moments différents, sans jamais se croiser. Lors de la tournée qui a suivi, le souvenir le plus marquant de Richard est celui de Jagger lui disant de « fermer sa gueule ». Malgré leurs différences, les 2 musiciens sont restés liés. Lorsque Richard a épousé Patty Hansen en 1983, Jagger était son témoin. À mesure que les frictions s'intensifiaient, le cercle de Richard commença à se moquer de Jagger, le surnommant Sa Majesté. Richard trouva même un moyen astucieux de l'insulter sans qu'il le sache. Il découvrit une romancière anglaise du nom de Brenda Jagger et utilisa son nom pour désigner le chanteur principal, le qualifiant de « cette garce Brenda » en face de lui. Jagger, ignorant tout, pensait qu'il parlait d'une autre personne. À ce stade, les Stones avaient derrière eux une carrière de 20 ans. Ce qui avait commencé avec des reprises de Chuck Berry devant de petites audiences s'était transformé en mastodonte, avec des revenus faramineux, des égos qui s'entrechoquent et la tension inévitable de décennies passées ensemble. Contrairement à leurs contemporains, les Beatles, qui n'ont duré que 10 ans avant d'imploser, les Stones ont affronté une crise bien plus grande après 20 ans. Au milieu de la Troisième Guerre mondiale, Jagger donna une interview au magazine Rolling Stone où il laissa presque entendre la fin du groupe. « J'adore les Stones. Je pense que ce qu'on a fait est merveilleux, mais je pense aussi que c'est fini, » dit-il en faisant la promotion de Primitive Cool. « À mon âge, après toutes ces années, je dois faire autre chose de ma vie. » C'était le point le plus proche d'une rupture pour le groupe. Les projets solos de Jagger l'ont conduit vers la dance music des années 80, tandis que Richard, frustré par le manque d'intérêt de Jagger pour le groupe, sortit son propre album Talk is Cheap en 1988. Ironiquement, l'album de Richard fut mieux accueilli par les fans des Stones que celui de Jagger. Aucune des carrières solo n'a pris l'ampleur escomptée. Richard se produisait dans de petites salles, bien loin des immenses stades que les Stones remplissaient autrefois. Pourtant, jouer dans ces cadres intimes lui offrait une autre forme de joie. Mais les 2 réalisèrent que leur place était ensemble, et en 1989, ils se réunirent pour enregistrer Steel Wheels, et entamèrent leur première tournée en 7 ans. Cela marqua le début de leur réconciliation. En réfléchissant à leur relation dans ses mémoires, Richard écrivit « Mick et moi ne sommes peut-être pas amis, trop d'usure pour cela, mais nous sommes les plus proches des frères et cela ne peut être rompu. » Il reconnaissait l'histoire longue et complexe entre eux, la comparant à un lien bien plus profond que l'amitié. Bien que les Stones des années 1960 et 1970 soient loin, Jagger et Richard ont fini par accepter leur héritage commun.
Lors de leur tournée européenne, les deux hommes, désormais de vieux amis, pourraient même échanger un sourire sincère. Romance tumultueuse. La vie amoureuse de Mick Jagger a fait les gros titres pendant des décennies, mais il semble s'être stabilisé depuis sa rencontre avec sa compagne actuelle, Mélanie Hamrick. En tant que leader iconique des Rolling Stones, Jagger a mené une vie de roi du rock, entouré d'innombrables admiratrices. Le biographe Christopher Anderson a estimé que Jagger a fréquenté plus de 4000 femmes, bien que ce chiffre pourrait même être sous-estimé. Jagger a un jour décrit ses nombreuses aventures avec franchise. Elles sont là aujourd'hui et partent demain. Malgré ses liaisons notoires, Jagger n'a été marié que 2 fois, avec Bianca Jagger et Jerry Hall, bien que son union avec Hall n'était pas légalement contraignante. Les 2 relations se sont terminées, mais elles marquèrent dans sa transformation en père dévoué, Bianca et Hall lui ayant chacune donné des enfants. Jagger a désormais 8 enfants, mais il est resté remarquablement discret sur sa vie privée, laissant une grande partie de celle-ci entourée de mystères. La vie amoureuse de Jagger remonte au début des années 1960, lorsqu'il était étudiant à la London School of Economics. Sa première relation notable fut avec Chrissy Shrimpton, alors âgée de 17 ans, qui n'était pas impressionnée par le style de vie rockstar et aspirait simplement à une vie tranquille. Malgré l'amour qu'ils partageaient, leur relation s'est tendue à mesure que la renommée des Rolling Stones grandissait, Jagger devenant de plus en plus infidèle. En 1966, ils vivaient ensemble, mais le couple a fini par se séparer lorsque Jagger a secrètement commencé à fréquenter Marianne Faithfull. La liaison entre Faithfull et Jagger devint publique en 1966. Leur relation dura jusqu'à la fin des années 1960 et fut souvent chaotique, marquée par la consommation de drogue et des infidélités des 2 côtés. Faithfull, toujours légalement mariée à l'artiste John Dunbar, tomba enceinte de Jagger, mais perdit tragiquement le bébé. Leur relation prit fin en 1970, mais des décennies plus tard, Faithfull parla de Jagger avec bienveillance, le décrivant comme un homme fabuleux, intelligent, cultivé et gentil. Pendant sa relation avec Faithfull, Jagger entama également une liaison avec Marsha Hunt. Hunt donna plus tard naissance à la première enfant de Jagger, Caris, bien que leur relation se soit rapidement estompée. Malgré des débuts difficiles, Jagger s'impliqua de plus en plus dans la vie de Caris au fil du temps. En 1970, Jagger rencontra Bianca Pérez Mora Macias, et leur romance passionnée mena au mariage en 1971. Malgré leur mariage glamour et la naissance de leur fille, Jade, leur union fut trouble dès le départ. Bianca déclara célèbrement qu'elle savait que le mariage était fini le jour du mariage. Au fil des ans, ils eurent tous 2 des aventures extra-conjugales et en 1978, Bianca demanda le divorce, citant l'adultère. En 1976, Mick Jagger rencontra le mannequin Jerry Hall, alors fiancé au musicien Brian Ferry, tandis que Jagger était encore marié à Bianca. Invité à dîner par Jagger, l'attirance de ce dernier était palpable, poussant Hall à noter dans son livre « My Life in Pictures » que, bien que Ferry se sentît flatté, il percevait l'infatuation de Jagger. Après un temps d'éloignement, Hall et Jagger entamèrent leur liaison en mai 1977, célébrant ce mois comme leur anniversaire. Leur romance s'épanouit lors d'un voyage passionné au Maroc, incitant Hall à quitter Ferry. À la fin de l'année, elle avait convaincu Jagger d'arrêter la drogue, et ils passèrent un réveillon de Noël intime ensemble avant de partir pour la Barbade pour les fêtes. Dans son autobiographie, Hall exprima que ses sentiments forts pour Jagger la rendaient pleine d'espoir malgré sa réputation de séducteur. Au fur et à mesure de leur relation, ils louèrent un appartement à Paris et furent fréquemment photographiés par les paparazzi. Leur liaison continua jusqu'à ce que Bianca demande le divorce, après quoi Jagger et Hall embrassèrent leur liberté, achetant des maisons à New York, Londres, Paris et sur l'île caribéenne de Mustique. Pourtant, leur relation fit face à des défis,
En 1982, Hall quitta Jagger, semble-t-il parce qu'il n'était pas prêt à se marier, et fréquenta brièvement l'éleveur de chevaux millionnaire Robert Sangster. Cependant, en mars 1984, ils se réconcilièrent et accueillirent leur premier enfant, Elizabeth Scarlett. 9 mois plus tard, Hall était enceinte de jumeaux. Tragiquement, l'un des deux décéda dans l'utérus. Malgré leur joie, Hall lutta avec les infidélités de Jagger, y compris des liaisons présumées avec Carla Bruni. Après un ultimatum enflammé et une promesse de Jagger de l'épouser, ils se marièrent lors d'une cérémonie hindoue balinaise le 21 novembre 1990. En janvier 1992, Hall donna naissance à leur fille, Georgia May, au milieu de rumeurs persistantes sur la relation de Jagger avec Bruni. Hall affronta Bruni, lui demandant de rester éloigné de Jagger, mais les tensions demeurèrent. « J'ai eu un haut-le-cœur quand j'ai réalisé que Mick voyait encore Carla », avoua Hall, la poussant à annoncer leur séparation, croyant que le divorce était imminent. Pourtant, le charme de Jagger se révéla persuasif, et ils poursuivirent leur relation tumultueuse. En 1995, Hall affirma que malgré leurs hauts et leurs bas, ils s'aimaient toujours, même si Jagger continuait ses aventures. En 1997, ils accueillirent un fils, Gabriel Luc, mais les absences fréquentes de Jagger pendant les tournées pesèrent sur leur relation. En 1999, après avoir appris la grossesse d'une autre femme avec l'enfant de Jagger, Hall mit fin à leur relation, la trouvant devenue insupportable. Après avoir découvert que leur cérémonie de mariage n'avait aucune valeur légale, ils optèrent pour une annulation plutôt qu'un divorce, trouvant finalement un accord mutuellement acceptable. Hall réfléchit aux difficultés du divorce en insistant sur l'importance d'un environnement familial sain pour leurs enfants. En juillet 2023, Hall assista à la célébration du 80e anniversaire de Jagger, illustrant leur amitié durable. Leur relation compliquée se poursuivit alors que Jagger entama une liaison avec Carla Bruni, bien qu'il fût encore marié à Hall. Malgré les supplications de Hall, Jagger poursuivit sa relation avec Bruni, qui plus tard minimisa leur liaison en la qualifiant de simple aventure parmi d'autres. La fin des années 1990 apporta d'autres bouleversements lorsque Jagger rencontra le mannequin Luciana Giménez. Leur relation donna naissance à leur fils, Lucas Maurice Morad, en mai 1999, peu de temps après que Hall ait demandé le divorce. Jagger et Giménez ont maintenu une relation de coparentalité cordiale. En 2001, Jagger commença à fréquenter la designer Lauren Scott, qui devint une personne significative dans sa vie jusqu'à son décès tragique en 2014. Jagger lui rendit hommage à travers divers hommages, notamment en créant un fonds de bourse d'études. Début 2014, Jagger fit la connaissance de la danseuse de ballet Melanie Hamrick, formant d'abord une amitié platonique. Leur lien se renforça avec le temps, culminant avec la naissance de leur fils, Devereux Octavian Basile, en décembre 2016. Malgré les défis d'une relation à distance, Hamrick exprima un sentiment de sécurité dans leur relation. Des rumeurs de fiançailles émergèrent fin 2022 lorsque Hamrick publia une photo d'une bague en diamant offerte par Jagger. Cependant, elle précisa qu'il s'agissait plutôt d'une bague de promesse qu'une indication d'un mariage imminent. « Je suis une personne qui vit dans l'instant présent », dit-elle, laissant leur plan futur ouvert. Mick Jagger admet des difficultés avec la vieillesse. Dans une interview révélatrice de 2023 pour le WSJ Magazine, Mick Jagger apparut en couverture et parla de ses sentiments complexes sur le vieillissement. Il reconnut les défis de vieillir, admettant qu'il avait fait des erreurs tout au long de ses plus de 60 ans en tant que leader iconique des Rolling Stones. Jagger souligna qu'un problème majeur lié à la vieillesse est la façon dont elle peut laisser les individus se sentir impuissants, inutiles et insignifiants. Malgré ses préoccupations,
Jagger garde un regard optimiste sur l'héritage des Rolling Stones, croyant que le groupe continuera de prospérer même après sa disparition. Il plaisanta. Maintenant, on peut avoir une carrière posthume, non? On peut faire une tournée posthume, soulignant la capacité moderne à entretenir la marque et l'influence d'un artiste longtemps après son décès. En 2021, les Rolling Stones ont connu un revers majeur lorsqu'ils ont dû reporter plusieurs dates de tournée en raison de problèmes de santé de Jagger. Le groupe a présenté des excuses aux fans qui avaient acheté des billets pour la tournée nord-américaine. Il a ensuite été révélé que Jagger avait reçu un diagnostic de sténose valvulaire aortique, une condition grave nécessitant une intervention immédiate. Ce diagnostic signifiait qu'il devait subir une opération de remplacement de la valve cardiaque, qui fut réalisée après un bilan de santé de routine au Presbyterian Hospital de New York. Heureusement, l'opération de Jagger fut minimalement invasive, permettant une récupération étonnamment rapide. Il fut de nouveau sur pied bien plus tôt que prévu, démontrant sa résilience et sa détermination à continuer de se produire. Sa capacité à rebondir après un tel problème de santé témoigne de son dévouement envers son art et ses fans, qui attendent avec impatience le prochain chapitre de l'histoire légendaire des Rolling Stones. En réfléchissant à l'esprit indomptable de Mick Jagger, il est clair pourquoi il reste une figure emblématique dans le monde du rock. Comme Roger Daltrey des Who l'a un jour déclaré, « Vous n'allez jamais surpasser Mick Jagger en tant que leader. C'est le meilleur leader qui ait jamais existé. Il n'y a aucune compétition. Il y a Mick, et ensuite tous les autres viennent loin derrière. » Son héritage témoigne de son talent et de son charisme incomparables, mais il nous invite également à considérer les complexités d'une vie vécue sous les projecteurs. Selon vous, quel a été l'impact le plus significatif de la carrière de Jagger sur la musique rock? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'informations sur la vie des légendes du rock. Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer à explorer les fascinantes histoires des icônes qui ont façonné la musique que nous aimons.